Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. Alors on est reparti avec, ah tiens, tenez, une levée de fonds. Il y avait longtemps, mais c'est vrai que 50 millions d'euros, là, on se met maintenant à regarder un petit peu les choses à 50 millions d'euros. Quand je vois là d'où l'on vient, c'est-à-dire, il y a quoi, il y a 2-3 ans, on faisait des interviews pour 1, 2, 3 millions d'euros. Là maintenant, on les regarde même plus, quoi. Ça veut dire qu'on a quand même là-dessus, on en dira un mot, changé de dimension sur le financement de l'écosystème et d'une certaine manière quand même sur les ambitions de ces jeunes entrepreneurs. En plus, c'est dans le secteur de l'assurance, vous allez voir ça. Le gaz, grosse pression sur le gaz. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais en gros, plus de maisons chauffées au gaz, enfin, nouvelles maisons construites chauffées au gaz l'année prochaine. C'est un choc quand même, hein. Et immeuble collectif, c'est dans 2 ans. Pourquoi cette pression sur le gaz? C'est Antargaz qui va venir en parler avec nous. Et puis, Laurence Brossetta, la patronne d'Antargaz, c'est aussi une combattante pour l'entrepreneuriat au féminin, même plus que ça, pour que les femmes dirigent des grosses boîtes. Elle est à la tête d'une boîte de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc elle a là-dessus des choses à dire. Tiens, une autre femme d'ailleurs à la tête de Picard, marque emblématique, on vous redonnera ça. C'était une interview intéressante de ces dernières semaines. Et puis, on terminera encore avec de l'innovation. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et on démarre donc avec Raphaël Vuillerme. Bonjour Raphaël. Non, c'est Vuillerme. C'est ça. Oui, voilà. Bravo. Vuillerme. Le patron de Luco, donc, assurance nouvelle génération. Alors d'abord, 50 millions d'euros de levée de fonds. Juste un mot là-dessus, Raphaël, parce qu'on s'était vu il y a 2 ans. À l'époque où, je ne sais pas, tu avais peut-être levé 1 million d'euros. 2 millions, ouais. 2 millions, c'est là. 2 millions d'euros aujourd'hui, je ne regarde même plus. Il s'est passé quelque chose dans le financement des startups, non, et dans notre écosystème? Il y a en effet beaucoup plus de fonds présents. Il y a aussi des fonds américains, notamment plus late stage, qui sont très présents en Europe. Ouais. Et donc la compétition entre investisseurs est énorme. Il y a alors ce qu'on appelle, il y a du corporate venture aussi, parce que vous d'ailleurs par exemple, je crois qu'il y a Orange, par exemple, qui participe à la levée de fonds. Voilà. Ouais. Hein, donc les entreprises elles-mêmes qui financent. Il y a beaucoup plus en effet de compétition, donc les entrepreneurs peuvent en tirer parti. Et les tailles moyennes de tout augmentent énormément. Pour le bien de l'écosystème, je pense. Et l'écosystème parisien a aussi beaucoup grandi, donc il y a beaucoup plus de talents, des entrepreneurs bien plus entraînés. Donc moi, c'est ma 3e boîte, par exemple. Et ça change. On est un peu plus proche, peut-être, de la Silicon Valley, qui était il y a 10 ans. Ça commence à arriver en Europe et à Paris, donc c'est très bien. Mais absolument. Assurance, alors l'assurance de la maison, hein, c'est votre truc aujourd'hui. Nouvelle génération. Ça veut dire quoi, nouvelle génération? Ça veut dire d'abord... alors je vais vous le dire, moi je le dis très franchement, je dirais pas, parce que j'ai préparé cette interview, puis j'ai été regardé, j'ai dit moi j'ai un logement, je sais combien je paye, et puis j'ai fait un devis en 2 minutes, comme on peut le faire sur votre application. C'est absolument génial, hein. Vous allez sur l'application Luco, vous tapez votre adresse et vous vous retrouvez avec Google Maps, et ça vous dit tout de suite, alors j'ai la chance d'avoir une maison, hop, le lot que vous avez assuré et tout. Au lieu de vous poser 30 questions, Raphaël, on utilise imagerie satellite par exemple, donc c'est un des... 2 fois moins cher. Ok. Vous êtes 2 fois moins cher, plus de 2 fois moins cher que mon assureur actuel. Je ne dirais pas qui c'est. Qu'est-ce qui permet de réaliser ça? Alors déjà, notre but, c'est pas d'être toujours 2 fois moins cher. On n'est pas une assurance low cost. On est en moyenne 15 à 20% moins cher que les assureurs traditionnels. Ça t'embête alors même que je dise 2 fois moins cher? Parce que ça brouille ton message. Mais c'est la réalité, 2 fois moins cher. Donc on utilise d'autres data pour calculer le prix et le risque de votre logement, notamment l'imagerie satellite. Et donc ce qu'on fait, ça nous permet d'être bien plus précis. Et donc pour la majorité des gens, on va être moins cher. Pour certaines personnes qui ont plus de risques, on va probablement être plus cher. Et on vient pas. Notre but, c'est pas de casser les prix, c'est de venir prévenir les sinistres et de mieux les gérer quand ils arrivent, en étant extrêmement efficient. Donc, on n'a pas d'agence, on n'a pas des frais de structure, on n'a pas de tour à la défense. Ouais, c'est ça. Ça nous permet d'être 15-20% moins cher. Le 2 fois moins cher, c'est lié au modèle qu'on a, qui nous permet d'être plus proche des risques réels. Alors en plus, j'habite à Clamart, alors vous ne savez pas, mais Clamart c'est sur des carrières, donc j'ai un risque terrain qui est assez élevé. Il est d'ailleurs pricé, je le vois bien sur le truc. Et puis j'habite au bout d'une impasse, donc j'ai un risque vol qui est aussi assez élevé. Donc voilà, et là aussi c'est pricé, c'est très très clair, on le voit sur le truc. Tu m'avais dit quelque chose sur les assurances il y a 2 ans, Raphaël. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui rend ce truc mais exceptionnel. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu m'avais dit en fait les assureurs actuels ne servent à rien. Il y a des gens qui savent gérer des capitaux, c'est les géants de la réassurance, Munich Re, Score, etc. Et puis il y a la relation client, et ça c'est nous. Et en effet, l'assurance de détail, comme dans la banque de détail, et il y a l'assurance d'affaires, plus, donc de capital. Non, la relation client. Ah oui, moi, ce que j'ai eu en face de moi, mais c'est pour le coup une relation client incroyablement moderne. En 5 minutes, j'ai eu plus d'informations sur mon logement et sur ce qui pouvait s'y passer
15 ans de contrat avec mon assureur classique. Bah, c'est en effet notre but. Notre but, c'est pas de vendre un contrat administratif, c'est de venir protéger les foyers. Donc, vous avez cité l'exemple de l'imagerie satellite. On ne vient pas juste calculer un prix, on vous donne un rapport que vous avez pu télécharger avec les niveaux de risque et des conseils sur comment les réduire. Donc, par exemple, si on voit que vos arbres ils sont à côté de la maison et qu'ils sont mal élagués, et ça, l'imagerie satellite permet de le faire, on va venir vous donner ce genre de conseils. Et le but, le Français, ce qu'il a besoin, c'est pas un contrat administratif. Ce qu'il a besoin, c'est de ne pas avoir d'accident. Et le meilleur assureur, c'est un assureur qui vous empêche d'avoir des accidents. Et c'est toute l'énergie et toute la technologie qu'on utilise, c'est avant tout pour venir prévenir les accidents. Et après, quand malheureusement, on ne peut pas tous les prévenir, c'est de venir donner des solutions très concrètes. Donc, ce qu'on a fait ces 2 dernières années, c'est des réseaux de plombiers dans toute la France. C'est des peintres, c'est de l'expertise à distance pour éviter que vous attendiez 2 mois d'avoir un expert qui vient faire un rapport chez vous. Et donc, tout ça, c'est de la simplicité à la fin et notamment de la compétitivité pour le client. Les assureurs ne servent à rien. Ils servent à rien, les assureurs. Je pense pas que j'avais dit ça. Je pense que j'avais dit que la perception de l'assurance, en effet, c'est vu comme une taxe inutile. Une fois tous les 10 ans, on voit à quoi ça sert. Non, t'avais dit. Parce que, alors d'ailleurs, t'es appuyé sur un réassureur, toi. Ouais, on travaille avec les 2 plus gros réassureurs au monde. Voilà. Et en gros, tu dis, il y a 2 métiers. Il y a la gestion du client et il y a le capital. Voilà. Et effectivement, mais on en reparlera d'ailleurs, il faut des masses de capitaux importantes pour pouvoir assurer les risques. Absolument. Et au milieu, il y a des grands réassureurs aujourd'hui qui ne servent à rien. En effet, l'assurance telle qu'elle est faite aujourd'hui, qui est très loin du client et qui ne fait pas juste du portage de risque, c'est extrêmement compliqué pour eux dans le futur de maintenir ces positions-là. Forcément, tu as regardé, tu as suivi ce qui s'est passé, le Covid, les restaurateurs, etc. Et tout. Tu penses quoi? Moi, ce que j'en pense, c'est que... C'est un désastre pour les assureurs. Alors, il y a 2 concepts. Il y a l'assurance est là pour assurer un aléa qui doit être mutualisé. Donc, quand tout le monde a le même accident, c'est compliqué, évidemment, pour un assureur de payer. Le problème, c'est que c'est des organisations très opaques. Et donc, le grand public pense que, et probablement en raison, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, et ce qui serait bien, c'est que tout le monde ait les chiffres, que les assureurs se sont enrichis pendant le Covid. Si on prend sur l'automobile, il y a eu toutes les voitures qui sont restées au garage pendant 3 mois. Forcément, il n'y a pas eu d'accident. Et au mieux de dire, on va rendre cet argent, ce qu'on s'est fait une assurance, je crois que c'est la Maïf, on va rendre cet argent parce qu'il n'y aura pas d'accident pendant ces 3 mois. Et ils ont dit, on verra à la fin de l'année, parce que cet été, les gens vont partir en vacances, voilà, ils ont noyé le poisson. Et sauf qu'à la fin de l'année, il n'y a aucun bilan qui va être fait de dire où sont allées vos primes, parce que ce n'est pas l'argent des assureurs, c'est l'argent des assurés qui sert à rembourser les sinistres, et c'est le principe de base. Donc chez Lucone, on a un principe très simple, à la fin de l'année, on fait des bilans, et tout ce qui reste, on le redonne à l'association du choix de l'assuré. Ça fait que si l'assuré, il exagère, ou s'il embellit son sinistre, c'est pas Luco, le grand capital sans visage qui est impacté, c'est l'association qui l'a lui-même choisi. Donc les gens se comportent mieux, et on a une transparence absolue de où va l'argent, qu'est-ce qui sert à faire notre métier, qu'est-ce qui sert à payer les sinistres. Donc je crois que c'est 30% pour faire ton métier. Voilà. 30% des primes en frais de fonctionnement. Le reste, on dépense ce qu'on a à dépenser pour rembourser les assurés s'ils ont eu un sinistre. Et le reste, les autres assureurs, ils font ce qui s'appelle des réserves de participation. On les met de côté au cas où il y a un gros sinistre un jour, qui en fait n'arrive jamais, ou quand il arrive, on nous dit qu'on ne peut pas l'assurer, exemple Covid. Exactement. Et toi, tu ne fais pas de réserve de participation? Alors nous, on travaille, et ce que font tous les assureurs, en fait, on achète de la réassurance en début d'année, et on dit, on va, pour les grands risques qui arrivent une fois tous les 20 ans, tous les 50 ans, et qui sont un peu systémiques, on vient acheter de la réassurance. Et ça, en fait, tous les assureurs le font. Et le problème, c'est juste, c'est noyé dans une énorme opacité, et donc... Pour le client, à la fin, il a juste l'impression de payer sans arrêt des primes. Et quand il a besoin d'être remboursé, il y a toujours une raison pour ne pas le rembourser. Et c'est cette absence totale de transparence et de compte rendu aux assurés qui est extrêmement gênante. C'est bien. c'est bien d'entendre. C'est pas plus simple. Parce que l'autre truc que tu dis, mais ça, tout le monde le sent, c'est l'assureur n'a aucun intérêt à vous rembourser. Tu dis même, en fait, son intérêt, c'est de te rembourser le plus tard possible. Il est dans une position extrêmement paranoïaque quand il a un accident. Mais toi aussi, ça, ou pas? Non, parce que nous, notre rémunération est fixe. En début d'année, 30% va nous permettre de faire notre métier. Donc, tu as réaligné, en fait, les intérêts de l'assureur et les intérêts de l'assuré. Exactement. Et c'est très fort parce que ça nous aligne nous, mais ça aligne aussi les assurés. Et donc ça permet d'avoir une confiance et une base de confiance beaucoup plus forte, de rembourser beaucoup plus vite et à la fin d'avoir des prix qui sont très compétitifs. On n'a pas augmenté nos prix depuis le début de Luco, justement grâce à ce modèle. Après, c'est l'efficience opérationnelle, mais ce modèle de transparence et d'alignement d'intérêts, il est extrêmement puissant.
Donc, tu es sur l'immobilier. Alors là, tu l'as raconté d'un mot, mais c'est un dispositif qui s'appelle Dr House que tu lances, qui va te permettre, en fait, qui va nous permettre de faire un diagnostic de nos logements. Et donc, ces 50 millions d'euros vont te permettre de moderniser encore plus ça en termes d'IoT, d'objets connectés, etc. et tout. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, tout ce que tu viens de dire, là, cette réflexion que tu as, cette efficacité que vous développez, ça peut aller sur d'autres domaines de l'assurance, autre chose que le logement? Alors, ça doit et ça va aller sur d'autres domaines de l'assurance. Après, nous, on a une conviction très forte que le monde va se structurer en écosystème. Donc demain, on va acheter du transport, on va pas acheter sa voiture et son assurance, on va acheter des soins, des parcours de soins avec de l'assurance et des parcours de soins, et on va acheter du soin, du logement, ou ce que nous on appelle le home care. Et donc, soit on essaye de dire on est un assureur généraliste et on va essayer de tout faire, mais tout mal faire. Soit on se dit on prend une verticale très précise qui est le foyer, on va récupérer les meilleures données du foyer, l'imagerie satellite, les bases publiques pour savoir où est-ce qu'il y a des carrières et des maisons qui peuvent tomber, la consommation d'eau, la consommation électrique, énormément de données. Et on va aider le particulier à comprendre ces données, à comprendre les risques qu'il a, aussi son impact environnemental et lui vendre tous les services associés. Et donc ce qu'on construit chez Luco, c'est un géant des services du foyer. On construit la couche de service du foyer durable de demain. Et ça passe par pas faire que de l'assurance. Donc c'est pour ça qu'on a lancé Dr House. On va lancer beaucoup d'initiatives autour du foyer. Donc nous, on a choisi une bataille. Après, d'autres personnes, j'espère, choisiront d'autres batailles. C'est dommage, j'ai des regrets. Je voyais bien je te voyais bien partir à l'assaut de l'assurance, voilà, généraliste. Non, mais finalement, Jean-Charles Samuelian pour Alan a la même logique que toi. Exactement. Voilà, c'est ça. En fait, et donc impossible nous, on va être et nous, consommateurs, à un moment, on va être multi-assurés. Oui, en fait, vous n'allez pas acheter votre voiture et votre assurance. En fait, le concept d'avoir un agent ou un courtier qui vient reprendre vos risques, c'est absurde pour un consommateur. Ce qu'il a besoin, c'est de voyager. Ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un toit. Ce qu'il a besoin, c'est d'être en bonne santé. T'as raison. Il n'a pas besoin de contrat et de paperasse. Ça va être extrêmement seamless, comme diraient les Anglais. Raphaël, seamless, sans couture. On peut le dire en français aussi. Exactement. Sans couture, voilà. Raphaël Vuillierme, donc cofondateur de Luco, était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Laurence Brossetta qui est avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes la patronne d'Antargaz. Oh, et alors, on va commencer par là. Donc je me suis amusé sur le titre, regardez, j'ai mis « Ne tirez pas sur le gaz » parce qu'on va parler de ça. Alors d'abord, c'est très dangereux. Bonne idée, voilà. bonne idée. Bonne idée. Et puis ensuite, il se passe des trucs autour du gaz. Mais alors, Antargaz, en fait, Laurence, je n'avais pas pris la mesure de ce que c'est aujourd'hui. C'est plus d'un milliard de chiffre d'affaires Oui, c'est ça. Ouais. 1 milliard de chiffre d'affaires, essentiellement dans la distribution du GPL, du gaz liquide. Du gaz liquide. 1200 collaborateurs. Vous dites significatif sur le marché du gaz naturel quand même. C'est-à-dire qu'il y a des particuliers aujourd'hui, par exemple, qui se chauffent avec Antargaz. Il y a des entreprises, il y a des collectivités qui se chauffent avec Antargaz. Ah oui, alors beaucoup. Alors avec du GPL, qui est du gaz butane-propane, on a beaucoup de particuliers et d'entreprises et de collectivités. 300 000 clients qui utilisent notre gaz en réservoir. Et puis des clients qui utilisent notre gaz en bouteille, qui est distribué dans 16 000 points de vente en France, les stations-service, des centres commerciaux, etc. Donc, on peut se chauffer avec du gaz en réservoir. Donc, ça, c'est du butane-propane. Et on peut aussi se chauffer avec du gaz naturel. C'est pour ça que vous citez aussi le gaz naturel. On est un distributeur multi-énergie. GPL, butane-propane et gaz naturel. Mais le gaz naturel, comme vous savez, c'est en ville. Donc, ce sont les grandes villes qui sont raccordées au réseau de gaz naturel. Et donc là, Antargaz est l'un des distributeurs auprès duquel vous pouvez prendre un contrat de gaz naturel. Mais dans les 27 000 communes qui ne sont pas raccordées au gaz naturel, si vous voulez vous chauffer au gaz, vous appelez Antargaz. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et on vient vous le livrer dans votre réservoir pour alimenter votre chaudière. Et tout votre travail, enfin, on va aller sur parce qu'il y a de la logistique, il y a tout ça, et puis il y a les sujets du moment autour de la pression qui est, encore un jeu de mots, la pression qui est mise sur le gaz, mais tout votre boulot aussi, c'est de la recherche-développement justement sur les conteneurs, sur les bouteilles, sur la façon de rendre ça plus pratique, plus sécurisé. Alors sur les... Tout est fait là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais alors si vous citez le cas des bouteilles, il y a quelques années, il y a eu de l'innovation dans les bouteilles. C'est plus les vieilles bonbonnes, ce sont des bouteilles de gaz en tête, modernes. Des images. Et donc notamment. Comment ça? Mais il y en a encore des bonbonnes, on les voit encore. Oui, bien sûr. On a des bonbonnes qui sont tout à fait traditionnelles, comme il y a 20 ans, 30 ans. On voit la supérette
mettent au milieu du bourg ou enfin un peu à l'écart. Et puis alors les bonbonnes, elles sont entreposées elles-mêmes encore un peu. Et en fait, ça reste un moyen très pratique. Alors les bonbonnes, c'est beaucoup pour faire la cuisine à la maison. Donc on va la chercher. Effectivement, on échange sa bouteille consignée contre une bouteille pleine. Et dans ces bouteilles, on a différents modèles. Et puisque vous parlez d'innovation, donc nous, on a été les premiers à innover dans les bouteilles plus légères. Donc qui étaient au lieu d'être en acier, qui soit dans un matériau du coup qui paye beaucoup moins lourd. Ah, je ne les ai pas encore soulevées celle-là parce que c'est vrai que ça. Elles sont plus jolies. Chez nous, elles sont rouges. Donc c'est nos bouteilles Calypso. Et effectivement, c'est pour faciliter la vie des personnes pour lesquelles ça pesait trop lourd, les 13 kilos de la bouteille. C'est ça. C'est pas le gaz en fait qui pèse. Hein. Non. Les deux. Les deux, mais c'est bien la bouteille. Quand elle est pleine, il y a le poids du gaz aussi. Et j'ai juste un truc. Ces bouteilles, effectivement, maintenant, vous pouvez choisir le modèle plus léger. Butane, propane, ça veut dire quoi en fait? Ça fait des années, j'ai grandi avec butane, propane, ça veut dire quoi? C'est la nature du gaz. C'est la nature du gaz. Le gaz naturel de ville, c'est du méthane. Et ce gaz-là, ce gaz liquide, c'est du butane et du propane, qui a un avantage par rapport au méthane. Et c'est pour ça que c'est celui-ci qu'on transporte, c'est qu'il se liquéfie plus facilement à température ambiante. Donc on le compresse seulement entre 4 et 7 bars et il devient liquide. Donc il est plus facile à transporter que le fameux méthane qui est le gaz de ville. Voilà pourquoi on le transporte liquéfié. Alors, Laurence, nouvelle réglementation environnementale qui aboutit à, je lis le journal là, devant vous, qui aboutit à exclure le gaz des maisons neuves dès l'an prochain et des logements collectifs à partir de 2024. Tout à coup, alors moi je me souviens, j'avais beaucoup discuté, il y a des années de ça, avec Gérard Mestralet. Gérard Mestralet, patron historique, alors de Suez, puis de GDF Suez, et qui a fait des paris mais considérables sur le gaz, et qui me disait, mais Stéphane, le gaz, c'est l'énergie de l'avenir, du fait quand même de ses faibles émissions de carbone comparées au charbon, parce que c'était le point de comparaison de l'époque, et du fait aussi de sa capacité à voyager à travers les océans en transportable, liquéfié, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une inversion totale et qu'aujourd'hui le gaz, on veuille finalement le sortir de notre mix énergétique? Oui, alors ça reste une énergie d'avenir, hein, je suis d'accord avec vous. Vous restez Oui, bien sûr. Alors, après cette RE, donc cette réglementation environnementale 2020, ce qu'elle fixe, c'est des taux d'émission de CO2. Donc là, dans ce cadre-là, pour 2021, pour les logements sur les particuliers, c'est 4 kilos de CO2 par mètre carré par an. Et effectivement, de fait, à ce niveau-là, ça exclut le gaz d'aujourd'hui avec les installations d'aujourd'hui. Par contre, pas le gaz de demain, puisque dans les innovations, donc vous nous parliez d'innovation, toute la profession travaille à rendre notre gaz renouvelable, à passer du gaz au biogaz. Donc que ce soit le gaz... C'est du gros boulot. Donc ce serait... Le biogaz, c'est du gaz qui est issu... Oui, exactement, c'est ça. De produits agricoles. Ce serait du gaz renouvelable qui serait issu de produits agricoles ou de retraitement de déchets. Aujourd'hui, le GPL est à 70% issu de champs de gaz, finalement, comme le gaz naturel de ville. Demain, on peut le produire comme une énergie renouvelable à partir d'huile végétale recyclée ou de traitement des déchets. Mais attendez, je regarde, le biogaz aujourd'hui, c'est moins de 1% du marché. C'est ça. C'est en cours de développement. Ah ouais. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tirer sur le gaz trop vite. Il faut laisser à la filière le temps de se développer, la filière de production du biogaz, le temps de se développer. Ouais, parce que dans quelques années, effectivement, et l'avantage, si vous voulez, d'un point de vue justement environnemental, c'est qu'on n'a pas à changer toutes les installations de tous les Français, les réservoirs, les bouteilles, les camions que nous avons pour transformer. Tout ça est utilisable avec du biogaz. Mais Laurence, parce qu'à chaque fois c'est le sujet maintenant sur ces nouvelles énergies. Surtout, je veux pas mais c'est la même chose avec l'hydrogène. C'est-à-dire, vous prenez un truc sur un tube à essai qui fait 1% de l'électricité et on dit waouh, c'est génial, ça coche toutes les cases. Puis après, vous faites des règles de 3, vous essayez de l'étendre et vous dites ah non les gars, ça va pas le faire.
physiquement, on ne va pas y arriver, en tout cas sur l'hydrogène. Mais là, c'est pareil. Est-ce que vous avez la ressource agricole? Est-ce que vous avez les déchets à exploiter qui vont vous permettre de remplacer le gaz naturel par le biogaz? C'est des masses considérables qu'il vous faudrait, Laurence. Oui, mais enfin, des déchets, malheureusement, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais enfin, et à quel prix à ce moment-là? Non, en fait, pour l'instant, vous avez raison, la production est faible, mais par contre, le prix de production n'est pas impensable, par rapport au prix actuel. Et donc, effectivement, s'il y a 1 ou 2% et que ça commence à monter, c'est que c'est faisable à des prix corrects. Quand le biogaz qui est distribué, le surprix est facturé au client, c'est pas du tout, ça le rend pas inabordable. D'accord. Voilà. On a démarré également cette année chez Antargaz avec des offres compensées carbone. C'est aussi un autre moyen. Ouais, mais en attendant, on va dire. C'est un autre débat, ça, la compensation carbone, dans laquelle on peut rentrer si vous voulez, mais c'est un autre débat. Voilà. Mais la filière bio est en cours de développement. Donc, je le dis d'un mot, compensation carbone, ça veut dire je vais aller faire pousser des arbres. Le problème, c'est qu'on sait de moins en moins où poussent ces arbres, parce qu'il y a tellement de demandes de compensation carbone qu'on commence à avoir. Il y a des certifications du Oui, projet. on fait ça très sérieusement. Oui, tout le monde fait ça très sérieusement, mais à un moment, comme je disais... Non, mais ce n'est pas l'avenir. Pour nous, c'est la solution d'aujourd'hui. Ouais. L'avenir pour Antargaz et pour les gaz liquides, c'est effectivement le biogaz. Et là, pour le coup, oui, je pense que la ressource agricole, et il ne s'agit pas de planter pour faire du gaz, il s'agit de prendre les déchets agricoles, ceux qui ne servent pas à l'alimentation. Tout à fait. Donc, la ressource agricole est très importante et peut être utilisée effectivement pour les biogaz. Et on étudie, alors ça c'est les process les plus mûrs, à partir d'huile végétale et de déchets agricoles. Mais on étudie tout un tas d'autres process qui sont peut-être un petit peu moins avancés dans leur développement, dans leur recherche, etc. Mais avec d'autres types de déchets pour augmenter les capacités de production. Moi, j'ai une autre scène que j'ai en tête, c'est Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné, c'était donc il y a 2 ans, Assemblée Générale des actionnaires de Total, et comme souvent, il y a des activistes qui achètent 1 ou 2 actions et qui rentrent donc dans l'Assemblée Générale. En l'occurrence, je pense que Total les avait laissés rentrer. Et c'était à l'époque où Pouyanné annonçait ses colossaux investissements vraiment très très importants dans des champs de gaz et dans des champs de développement de gaz. Et ces activistes, c'est un scandale, c'est une honte et tout. Et Pouyanné piquant une colère, comme il sait le faire, je ne sais pas si vous connaissez Patrick Pouyanné, mais quand il s'énerve, ça s'entend, en disant... Vous ne pourrez pas faire la transition sans le gaz. Éliminer le charbon, voilà, c'est un autre point. Éliminer le charbon, oui, mais alors, passer du charbon à l'éolien, jamais ça n'arrivera. Oui, là, absolument. Et d'ailleurs, toutes les études le montrent, tous les scénarios de l'ADEME montrent une part du gaz assez importante pour pas mal d'années, parce qu'on ne peut pas passer à tout électrique aujourd'hui, on n'a pas assez d'électricité pour passer à tout électrique. En plus, autant le gaz est stockable, l'électricité l'est pas. Tout à fait. Donc, pour passer les pics de l'hiver, les choses comme ça, si on veut faire du tout électrique, c'est absolument pas possible aujourd'hui. Du coup, le gaz, dans tous les scénarios sur les mix énergétiques à venir, garde sa position actuelle. Donc effectivement, il ne faut pas tirer... Mais oui, dans tous les scénarios, mais pas les scénarios politiques. Le même Gérard Mestralet, il me disait, vous savez, une centrale à gaz, ça se démarre comme une mobilette. C'est ça qui est fantastique. Et donc, pour les pics, justement, c'est vraiment de l'énergie d'appoint qu'on peut amener à 19h le 3 février, quand il va falloir que la France, quand même, continue à tourner. Et pour ce qui est des habitations, donc on parle de transition énergétique, mais il faut savoir qu'il y a encore 3 millions de Français qui sont chauffés au fioul, et que quand on change une chaudière au fioul contre une chaudière au gaz à haute performance énergétique, on gagne 50% d'émissions de CO2. Mais bien sûr. Donc la transition énergétique, elle est là. Passons déjà au gaz. Et alors en plus, c'est une énergie qui est disponible sur l'ensemble du territoire, qui est transportable, qui est stockable, qui permet aucun problème pour les pics d'hiver. Vous savez que demain et toute la semaine, c'est des jours rouges chez EDF. Il ne faut pas trop consommer parce qu'on est dans le pic. Alors que sur le gaz, voilà, il est disponible cette semaine aussi. Ouais, et alors surtout, un truc, alors vous avez forcément vu la déclaration de Jean-Pierre Clamadieu, qui est le président de ce qui s'appelle aujourd'hui Engie. Donc il est très en colère, lui, contre cette RT 2020, là, et il dit « Dans un scénario dans lequel le gaz serait en décroissance accélérée, nous serions amenés à abandonner notre desserte d'un certain nombre d'agglomérations, nous n'aurions plus la capacité économique d'amener de manière rentable du gaz dans des bassins dans lesquels le nombre de consommateurs aurait fortement diminué. »
Et là, Laurence débarquera en disant « Vous inquiétez pas, les gars. » Oui, s'ils ne servent plus en gaz naturel, on amènera du propane en camion, mais bon, il va trop c'est loin, pas souhaitable. Il va trop loin, là, il hurle au loup ou il est dans son rôle, enfin... Après, arrêter les dessertes, c'est quand même une mesure extrême, mais par contre, c'est vrai que si on baisse beaucoup la densité d'usage de nos produits, forcément, les coûts de transport et pour lui, les coûts d'entretien de ces réseaux augmentent. Ouais. Donc, l'équilibre économique est un peu rompu. Donc, mais vous n'en êtes pas encore à réfléchir à des circuits où vous pourriez le remplacer avec vos bonbonnes, justement? Nous, on va le remplacer on va remplacer notre gaz par du biogaz. Et puis, actuellement, il n'est pas prévu qu'il y ait des réseaux de gaz naturel qui arrêtent. Ouais. Par contre, vous savez qu'il y a des communes de taille plus moyenne, et d'ailleurs, il y a encore des créations aujourd'hui. Les communes qui ne sont pas desservies en gaz naturel parce qu'elles ne sont pas sur les gros axes de tuyaux d'Engie. Donc, ces communes-là peuvent se faire desservir au gaz aussi via du gaz liquide. Donc, on a installé des réseaux type gaz naturel dans des communes plus petites avec des gros réservoirs, etc. Donc, on pourra desservir effectivement toutes les communes rurales avec du gaz liquide. Il nous reste 3 minutes, Laurence, et on va voir une couverture de bouquin. Alors, on s'était rencontrés à l'époque où vous étiez à la tête de la branche France de Transdev, hein. C'était déjà plus une filiale de la Caisse des dépôts, d'ailleurs, à cette époque-là. Hein. C'était 70% Caisse des dépôts, 30% Veolia à l'époque. Voilà. Oui. Et vous aviez ce bouquin partout. Moi, je le dis, écoutez pas. Moi, je vous voyais, vous étiez première femme à la tête d'un géant du transport, métier ultra masculin, et vous étiez entouré d'une bande de barons dont je me demandais si, enfin, eux-mêmes vous regardaient en disant celle-là, elle passera pas l'hiver. Bon, finalement, vous en avez fait 7 des hivers, ouais. C'est ça, ouais. À la tête de Transdev, et vous vous baladiez avec ce bouquin, Sheryl Sandberg, En avant toutes. Oui. Et j'avais été regarder, vous êtes une pionnière, Laurence, quand même, hein, à Polytechnique, vous êtes une pionnière dans énormément des pas de votre carrière, vous êtes une pionnière. Oui, alors c'est vrai que dans le transport, c'était pas un secteur très féminisé. L'énergie, ça n'est pas. Ça n'est toujours pas. Ça n'est toujours pas. L'énergie non plus. Hein. Effectivement, Antargaz, 80 ans d'existence, et j'ai la chance d'être la première femme à le diriger. C'est quoi le message de Sheryl Sandberg? Et Sheryl Sandberg, c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé ce livre parce que quand je l'ai lu, c'était justement en entrant chez Transdev. Tout le début de ma carrière, j'avais pas remarqué qu'il y avait un sujet à être une femme dans une entreprise. En fait, j'avais été dans des groupes très bienveillants avec les femmes et je ne l'avais pas remarqué. Et quand même, quand vous rentrez à Polytechnique, vous êtes 3 ou 4 à Polytechnique. Oui, c'est vrai, mais enfin, on est étudiants, c'est la fête. Enfin, ça va. Il n'y a pas de discrimination à l'école polytechnique. Dans la navale, c'est ça? Vous êtes dans la marine? Dans la marine aussi, oui, dans la marine. Oui, c'est vrai. Non, effectivement, j'étais dans des endroits où, en pourcentage, on n'était pas nombreuses. Mais c'était pas un sujet pour vous. Mais j'ai pas trouvé que c'était difficile de ne pas être nombreuse. C'était parfois même sympathique, on va dire. Par contre, c'est vrai que dans l'entreprise, il y a quand même des phénomènes qui peuvent être plus compliqués et que j'avais pas vécu jusqu'à Transdev. On va dire ça. Et en lisant ce livre, tout à coup, ça m'a éclairé. Je dis oui, en fait, c'est vrai qu'il se passe ces choses-là. Et je trouvais que c'était très utile et très intéressant que beaucoup de gens le lisent, des femmes et des hommes, pour comprendre des mécanismes. Parce que notamment tous les sujets sur les biais culturels, les stéréotypes, l'absence de rôle modèle, etc. Et des réactions parfois que des hommes pensent bienveillants et qui en fait non, c'est pas du tout bienveillant. Alors c'est vrai que depuis il y a eu l'ensemble du mouvement MeToo, etc. Mais globalement ce qu'elle dit, et ce que disent beaucoup de femmes, Laurence Parisot par exemple a fait une mutation complète dans sa réflexion sur ce sujet, ça ne peut pas se faire naturellement. Il faut qu'à un moment, il y ait, soit des quotas, mais une pression d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait un rééquilibrage. C'est vrai qu'on l'a bien vu en France quand même, avec la loi Copé-Zimmermann et les conseils d'administration, ça a été extrêmement efficace. Donc maintenant, on a des conseils d'administration en France où il y a une bonne mixité. Et effectivement, la question se pose maintenant sur les instances de direction, et vous avez vu ce qui se passe en Allemagne, où une loi sur les quotas pourrait passer dans les semaines qui viennent. Et alors et là, pas pour les conseils d'administration, mais pour les instances dirigeantes. Celle qui dirige une boîte qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et vous n'êtes pas si nombreuses, elle dit quoi? Elle dit oui. Je pense qu'on est de plus en plus de femmes à dire que ce n'est pas une solution excellente, mais c'est la meilleure néanmoins et c'est la seule qui fonctionne. Merci Laurence. Voilà, Laurence Brossetta, donc la patronne d'Antargaz, était notre invitée sur Bismart.
Bonjour à tous, c'est Bismart, l'émission. Et alors là, pour le coup, je suis absolument ravi de démarrer. Donc, on va encore, les amis, parler du commerce. De toute façon, là, c'est le truc qui me passionne en ce moment. Mais là, pour le coup, on va pouvoir discuter. Alors, d'abord, je crois que c'est la marque préférée des Français, mais Cathy Collard va me confirmer ça. Et surtout d'un magasin qui ne ferme pas. Bon, alors évidemment, on ne va pas tricher, Madame Collard-Gégère, c'est évidemment virtuel derrière, c'est un fond. Moi aussi d'ailleurs, je suis derrière un fond virtuel. Voilà. On le voit d'ailleurs, ça pixelise. Bon. Donc on ne va pas tricher, mais c'est un super fond que vous avez là. On discutera d'ailleurs tout à l'heure avec Thibault Langsat sur les magasins qui ferment. Vous ne fermez pas et allons-y. D'ailleurs, quel est l'impact de ce qui se passe en ce moment sur votre business? Donc, alors je ne sais pas si je l'ai dit, Cathy Collard-Gégère, qui est la nouvelle patronne de Picard. L'impact de ce qui se passe en ce moment sur votre business? Il est multiple, l'impact, parce qu'effectivement, il y a un vrai engouement d'une part des Français sur les surgelés, parce que ils ont redécouvert finalement les bénéfices des produits. Ce sont des produits pratiques qu'on peut stocker, qui sont portionnables, qui permettent aussi de cuisiner de manière facile. Les légumes sont déjà finalement épluchés pour la cuisine. Donc, vous voyez, le marché, en fait, les Français ont dépensé à peu près plus d'1 milliard d'euros ces derniers temps sur le marché des surgelés. Et pour nous, Picard, ça s'est traduit forcément par là aussi une croissance de chiffre d'affaires. Et concrètement, ce sont finalement nos clients fidèles qui ont été encore plus fidèles, qui ont découvert des nouvelles catégories de produits chez nous. Et puis en même temps, on a séduit finalement un nouvel type de clientèle, des gens qui ne nous connaissaient pas et qui, à cette occasion, sont venus nous découvrir. Ça veut dire que vous avez le sentiment qu'il y a des éléments durables qui peuvent s'installer dans les nouvelles habitudes de consommation qu'on est tous en train de prendre? Oui, moi j'ai le sentiment, parce qu'effectivement, ce qu'on vit, alors d'une part, le fait de découvrir nos produits, on le voit durablement depuis le mois de mars, c'est quand même un chiffre d'affaires qui se tient de la même manière. Comme je vous disais, on a gardé nos clients fidèles et ceux que l'on a finalement séduits restent chez nous. Et puis, durablement, vous voyez, là aussi, on a assisté à une explosion des ventes en ligne, finalement, des produits surgelés. Quand même, ils sont passés sur le marché de 7% de part de marché à 10%, 3 points en l'espace de quelques mois. Mais où vous êtes, vous, un peu en retard? Non, je me trompe si je dis ça? En tout cas, il est vrai qu'à l'occasion, on va dire, de la première vague, en tout cas du confinement du mois de mars, nous n'avions pas de click and collect, nous n'avions pas de drive. Et c'est une réalité désormais chez Picard, puisqu'effectivement, on les a mis en place. Et ça peut se mettre en route en quelques mois, ça? Alors, ça peut se mettre en route en quelques mois progressivement. Donc, ce n'est pas encore tous nos magasins, mais vous voyez, on a 30 magasins qui ont porté le premier pilote. On en aura à peu près plus de 150 sur Noël. Et en même temps, la livraison à domicile, on couvrait 25% du territoire au mois de mars. Et je peux vous annoncer que d'ici le 16 novembre, on couvrira 100% du territoire. De la livraison à domicile? De la livraison à domicile. Donc là aussi, c'est les enseignements typiquement du premier confinement, là où ça a été de vrais parcours de course plébiscités par nos clients et où on n'a pas su faire. Et vous faites ça avec qui? Vous faites ça avec les grands acteurs là qu'on voit absolument partout dans les rues maintenant, ou vous avez monté une filière propre? Alors on va le faire. On va le faire de deux types, parce que déjà, on le faisait traditionnellement avec nos propres chauffeurs, nos propres camionnettes. Donc, on a toujours ces livreurs qui couvrent 25% du territoire dont je vous parlais. C'est en propre que nous faisions effectivement cette livraison à domicile. Et là, nous sommes en train de conclure, donc je ne peux pas encore l'annoncer parce qu'on est en train de contractualiser, mais avec effectivement une entreprise française qui a toute la technologie sécuritaire dans le domaine des surgelés, parce que les Français, en tout cas, leur première préoccupation, c'est est-ce que mes produits vont être livrés à bonne température. Ça, je sais bien qu'ils soient surgelés. Oui. Et donc, il était important pour nous de faire des tests, de trouver le bon acteur qui nous assure, une relation quand même extraordinaire et de confiance pour venir frapper, parce que là aussi, on ne va pas mettre les surgelés dans la boîte aux lettres, on va les livrer directement. Mais oui, bien sûr, mais je n'avais pas pensé à ça, il faut les mettre dans le congélateur. Eh bien oui, il faut le mettre dans le congélateur tout de suite. Mais oui. Donc, il fallait là aussi trouver un partenaire qui finalement puisse frapper à votre porte et que vous accueillez sans problème. Là, attendez, parce que si vous tirez le fil, ça veut dire comme Walmart. Là, vous vous souvenez, on avait vu les serrures connectées de Walmart. Absolument. Alors, on n'en est pas là,
Mais ça peut être une prochaine étape, effectivement, d'aller mettre jusque dans le congélateur. Vous n'avez pas le temps, vous, mais pour moi, c'est le move le plus important de ces derniers jours. Nestlé a quand même racheté 1 milliard. Nestlé, hein, oui. Nestlé. 1 milliard, une boîte de livraison de repas, un spécialiste de livraison de repas aux États-Unis. Absolument. Donc là, on est sur un truc, enfin, ça va transformer le commerce? Je pense, parce que je pense qu'en tout cas, seul, on ne peut plus adresser en tout cas tous les parcours de course et être sur ce sur quoi les consommateurs nous plébiscitent. Donc, il faut s'ouvrir à son écosystème, il faut construire des partenariats, il faut accepter d'être fort sur un cœur de métier et de pouvoir aller chercher des gens plus experts sur effectivement tout notre écosystème. Et c'est véritablement vers quoi on s'engage, en tout cas chez Picard. Il n'y a pas un Amazon du surgelé, là? Alors, pas à ma connaissance, mais on n'est pas à l'abri finalement d'un disrupteur qui arriverait sur le marché. Et je pense qu'en termes de commerce, il faut rester humble parce que le monde bouge et bouge très, très vite. Mais pour le coup, c'est pour ça qu'il est important pour nous que notre marque devienne incontournable, c'est-à-dire de par une exigence du quotidien dans la fabrication de nos produits, parce que nos recettes sont quand même fabriquées en interne par des chefs cuisiniers, par notre personnel. Hein, comme je pouvais le raconter, j'ai une cuisine au-dessus de mon bureau où effectivement… non, je ne savais pas ça. Au-dessus de votre bureau? Au-dessus de mon bureau, où on fait mijoter, on déguste, on se contredit. Et tous les lundis, vous voyez, on déguste les produits Picard, effectivement, en avant-première. Donc, c'est un savoir-faire inimitable, interne et important. Et il faut que notre marque devienne finalement incontournable dans la cuisine de tous les Français pour effectivement se protéger de la venue. Cathy, la magie Picard, parce que moi, je me souviens d'un spécialiste du commerce avec qui je discutais, qui m'avait dit, c'est la fameuse phrase, hein, les 3 règles du commerce, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Il me dit, sauf pour Picard. Picard peut se mettre n'importe où. Et en plus, c'est un cercle vertueux parce que ça veut dire que les loyers sont moins chers et que vous pouvez récupérer ça et rendre un peu de cette marge aux clients. Qu'est-ce qui fait cette… D'abord, vous me le confirmez, Picard peut se mettre n'importe où? Oui, parce que globalement aujourd'hui, en tout cas, on ne ferme pas de magasins. Tous nos magasins sont profitables. Donc, il est vrai que… C'est ça. Et si vous n'êtes pas dans la rue principale, les gens vont aller vous chercher. On va faire le détour pour aller chez Picard. Oui, et c'est très drôle, c'est que je discutais avec un prestataire la semaine dernière qui déménageait et il me dit, en fait, le conseiller immobilier me disait… Pour ma femme, il disait, et il y a même un Picard à proximité. Il me dit, oui. Vous êtes arrivé dans l'argumentaire de vente de l'immobilier et je vous promets que c'est vrai. Voilà l'anecdote, je me permets de la réutiliser parce qu'elle était extraordinaire. Mais elle est géniale. Mais c'est quoi parce que je regardais, donc vous dites vos recettes, ok, vous dites des surfaces de vente qui sont réduites. C'est quoi pour vous l'élément principal de cette magie? Mais c'est ce que je vous disais, le savoir-faire. Alors, ça commence par la qualité d'abord, c'est la recette. Ouais. C'est la sélection rigoureuse des produits. C'est vraiment des recettes faites en interne, mais véritablement par les chefs cuisiniers. Ça challenge. Et je peux vous dire, aucune concession sur l'exigence. Par exemple, vous verrez, je vous livre là aussi un petit scoop, vous verrez la bûche de fin d'année qui va paraître à la télé, elle a des petits sapins verts. Alors, pour le coup, vous allez me dire, vous êtes gentil, c'est pas un scoop, le sapin vert. Mais en tout cas, pour avoir cette couleur verte qui ne coule pas sur la bûche et qui est surtout sans colorant artificiel. Nos équipes ont mis 2 ans en recherche et développement pour aller trouver ces petits sapins verts. Donc, vous penserez à moi quand vous la mangerez à Noël. Mais voilà, c'est cette exigence-là qu'elles ont. C'est 60 000 tests aussi. Vous voyez, nos produits en termes de qualité, c'est 60 000 tests qui sont faits chaque année. Mais alors, Cathy, je vais être obligée de vous dire, 2 ans de recherche et développement pour se retrouver avec un sapin vert. Non, mais est-ce que le jeu en vaut la… Oui, le jeu en vaut la chandelle. Bien sûr, parce que c'est ce qui fait que nos recettes sont régulières dans la qualité, que nos produits ne sont pas que bons, ils sont excellents. Et vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, c'est la marque alimentaire préférée des Français. Et la première, quand on interroge nos clients, c'est effectivement parce que la qualité, parce que redoutable et parce que effectivement, derrière, ce sont des équipes qui passent beaucoup de temps, qui élaborent comme des chefs, d'où le fait que je parle de gastronomie dans la maison, parce que c'est le restaurant, en fait, qui arrive effectivement à la maison. Pourquoi ces surfaces… Enfin, vous n'avez jamais été tenté de faire un hyper Picard ? Enfin, vous débarquez, vous, hein, donc on va voir si c'est dans votre réflexion. Et je viens du monde des hyper, hein, pour le coup, donc je pourrais être tentée. Effectivement, dans mon background, c'est plutôt… Mais
Enfin, aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, on fait à peu près en moyenne 250 mètres carrés. Ce qui est intéressant, C'est pas c'est grand que quand même, hein, il faut le dire, hein, pour ceux qui ne sont pas dans le retail, c'est pas grand 250. non, Même un supermarché, genre le Super oui, U de centre-ville, il est plus grand que ça, hein, quand même. absolument. Mais ça nous permet quand même d'avoir un choix sur tous les moments de consommation de la journée, hein, puisqu'on va du petit déjeuner finalement à l'apéro du soir, au dessert. Donc, et surtout sur un parcours efficace de 6 minutes. Vous voyez, en moyenne, les clients passent 6 minutes dans nos magasins. Ouais. Et ça, c'est important quand le gain de temps, l'immédiateté sont quand même voilà, des choses que l'on D'accord, je comprends. recherche tous au quotidien. Donc, il ne faut pas perdre l'efficacité de ce parcours. Et donc, Alors, Cathy, vous êtes dans une position managériale très très intéressante parce que vous avez débarqué il y a combien de temps? Il y a très peu de temps, hein, à la tête il y de... a à peu près 5 mois. Il y a à peu près Ça va 5 faire mois, 5 voilà, mois. c'est ça. Oui. Et donc, si je comprends bien, tout va bien. Picard, c'est Picard, on vient là. Et vous êtes avec des actionnaires qui disent oui, mais il faut que ça aille encore mieux. Alors, c'est pas tant que les actionnaires qui disent ça, hein, on le partage. Et moi, je Oui, mais trouve enfin, c'est les aussi- actionnaires qui ont dit il nous faut une nouvelle patronne et donc Ah, c'est pas faux. voilà. Donc, Mais je partage en tout cas la vision de mon rôle de manager, c'est effectivement de se dire comment on respecte l'histoire de Picard, comment on respecte ces 50 ans de savoir-faire dont on vient de parler et comment effectivement on garde le meilleur de ce qu'est Picard. Et en même temps, plus que jamais, c'est le bon moment d'aller relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Et on parlait tout à l'heure effectivement de la livraison à domicile, on parle du bio, on parle de toutes ces tendances du télétravail qui devient aussi un phénomène de société. Donc, il y a en même temps, effectivement, comment on s'appuie sur un socle, je m'appuie sur un socle solide, une belle histoire qui fait que la marque est quand même la marque alimentaire préférée des Français depuis 15 ans, hein, pas depuis, ouais. depuis 3 mois, mais depuis 15 ans. Donc, belle histoire construite solidement. Et comment, je pense que la période est propice plus que jamais parce que c'est quand on va bien qu'il faut se réinventer et réinventer justement aujourd'hui et On va demain. aller sur vos axes de réinvention, mais j'ai quand même une question un peu particulière et je respecterai tout à fait que vous me disiez non, là, c'est quand même un peu chaud. Parce que quand même, vous débarquez et vous allez dire à des gens qui, globalement, ont tout réussi, Oui, les gars, il va falloir faire un petit peu autrement. oui, oui. Et ben ça, je suis désolé, mais les managers qui nous écoutent là, ils doivent se dire, tiens, comment elle va faire? Ça, c'est intéressant. Alors, je ne peux pas nier qu'il y a forcément des freins en disant mais tout va bien et pourquoi changer? Eh ben oui. Et vous avez raison, Stéphane, je trouve aussi ce type de réaction dans mes équipes. Et ça s'accompagne fortement avec du sens en disant mais plus que jamais, c'est quand on va bien qu'il faut prendre cette longueur d'avance et on est leader sur le marché des surgelés. Et donc, vous savez que le monde bouge et ça va très vite. Je pense que ça s'explique aussi avec beaucoup de proximité, c'est-à-dire effectivement être sur le terrain, donner du sens aux équipes. Et c'est ce que j'ai fait. On a, vous savez, au mois d'octobre, en fait, pour habitude de rencontrer tous les magasins et d'expliquer. Donc, en fait, tout ça, ça fait l'objet d'un plan de croissance, d'une analyse de ma part pour expliquer effectivement aux équipes comment on va se mettre en ambition sur ces nouveaux projets. Et puis, je ne peux pas vous cacher que ça fait quand même briller les yeux aussi des équipes de se dire waouh, on va tous rêver ensemble une ambition, aller chercher 2 milliards et ça crée là une vraie dynamique. On est une Ça, vous êtes entreprise sur 1,5 milliard aujourd'hui. Hein, c'est ça. ouais. Et une entreprise qui crée des emplois, puisqu'en même temps de dire c'est 1000 emplois qu'on va aussi créer en même temps. Et je pense que mes équipes ont bien conscience qu'on est dans un contexte effectivement qui est quand même compliqué. Moi, je me dis tous les jours, j'ai des collègues qui sont en train d'annoncer des fermetures, des licenciements. Et nous, on a juste effectivement cette chance de dire on est en train d'écrire un plan de croissance. Rajeunir la clientèle, c'est ça s'il fallait résumer l'objectif que vous vous donnez là, parce que oui, il y a bien des jeunes dans vos magasins, peut-être qu'ils n'y sont pas énormément, c'est ça le Oui, sujet? c'est ça. Donc, il y a vraiment cet enjeu d'aller recruter une nouvelle génération de clients qui ont certainement des attentes un peu différentes du bien manger. Ils ont désormais plus conscience qu'il y a un vrai lien entre la santé et le bien manger. Bien manger aussi, finalement, à un prix raisonnable, qui ont aussi, je pense, des vraies attentes en ce qui concerne l'engagement d'une marque sur la protection de l'environnement. L'environnement, c'est quand même une préoccupation majeure de nos jeunes aussi. Donc, et pour ça, on a pas mal d'atouts à revendiquer. Oui, c'est ça, parce que en vous lisant, notamment un argument, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est bien sûr, c'est autour du gaspillage alimentaire. Exact. Le surgelé, c'est la fin du gaspillage.
Oui, gaspillage alimentaire est typiquement par essence, les produits surgelés sont des produits qu'on gaspille à moins de 1%. Vous voyez, quand on compare des produits frais, on en gaspille à peu près 20%. Parce que le produit surgelé, il n'a pas des dates courtes, parce que le produit surgelé, il est effectivement stockable, il est portionnable aussi, on en prend sa juste quantité et puis on referme très facilement. Et donc, effectivement, à l'heure où c'est une préoccupation, c'est une vraie réponse sur le sujet, en tout cas, que sont les surgelés, tout à fait. Alors, c'est un mot que m'avait appris Thierry Collard, l'ancien patron, enfin celui qui dirigeait le groupement Intermarché, là, maintenant il va Thierry Cotillard, oui. C'était ce mot de distriration. Donc, la distribution qui fait de la restauration et manger sur place, c'est quelque chose qui vous intéresse, ça aussi, hein, je crois, Cathy. Oui, et ça a été, je dirais, l'innovation majeure, en tout cas, du dernier concept qui a été initié par mon prédécesseur, les snack bars. Ouais. En fait, donc il y a une 50aine de magasins. Donc, malheureusement, depuis le mois de mars, le contexte fait que on les a fermés, mais pour autant, ça correspond là aussi à un vrai phénomène de société, de manger plutôt dehors, sur le pouce, et puis là, pour le coup, avec des bons produits Picard, puisqu'on a des formules snacking intéressantes. 5 €, vous avez plat, dessert, boisson, et vous êtes sûr de bien manger. Donc, et donc, concurrent de la restauration rapide, quelque part. Et donc, concurrent de la restauration rapide aussi, quelque part, parce que finalement, nos concurrents ne sont pas que les spécialistes du surgelé. C'est finalement ce que j'explique à mes équipes, tous ceux qui nous piquent une part d'estomac, finalement, sont concurrents, pardon, c'est pas dit, voilà, mais sont effectivement, pour nous, des concurrents potentiels, puisqu'effectivement, et voilà, donc c'est un vrai apport. Alors, on va plus loin, même en distribution sur place, c'est comment, en fait, notre souhait, c'est comment finalement on accompagne tous les moments de vie de nos consommateurs. Donc, on a aussi le snack bar connecté, ou autrement dit, vous avez peut-être lu distributeur automatique, pour accompagner la consommation dans les entreprises. Et je pense que c'est une vraie réponse, sanitairement parlant, en ce moment, dans le contexte de la restauration collective, qui est plus compliqué. Cathy, on est au bout, je le regrette. Déjà. Déjà, c'était formidable. Et donc, écoutez, longue vie à Picard, et puis à bientôt pour faire le point sur l'ensemble de cette offensive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane. On termine, les amis, on termine donc encore avec de l'innovation et Jérémy Lefebvre qui est avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour Stéphane. CEO de Episto. Alors, j'ai écrit parce que c'était écrit comme ça dans le journal, mais en fait, en lisant votre truc, donc sondage nouvelle génération. Mais ce n'est pas des sondages que vous faites, c'est des études marketing. Alors, est-ce que les études marketing sont des sondages ? Alors, c'est les deux, en fait. C'est les deux. C'est à la fois des sondages, des études dites d'opinion publique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est né, mais c'est aussi maintenant des études marketing qui représentent aujourd'hui le gros du marché des études en France et dans le monde. Et je pense que pour peut-être bien expliquer aux gens qui nous regardent le concept, on va peut-être remonter 2 ans en arrière. En fait, le projet, il est né au moment du grand débat, où le gouvernement sort son grand débat, mais propose des cahiers de doléances, des réunions en mairie pour les Français, pour qu'ils puissent participer. Et avec mon associé Alexis, on se dit c'est bien, mais c'est quand même un peu à l'ancienne. Proposons une nouvelle manière de débattre et une nouvelle manière de consulter les Français. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé un projet qui a vocation de les interroger via les messageries instantanées comme Messenger, via les smartphones, de manière très simple. Et c'est ça qui a lancé l'activité. Mais via les smartphones, via les réseaux sociaux en fait. Alors via les réseaux sociaux. Donc pour rentrer dans le détail, on va chercher les gens sur les réseaux sociaux avec de la publicité. On leur donne envie de participer à des enquêtes et à des sondages. Et derrière, on les interroge avec la messagerie dans un format qui est très facile d'utilisation pour eux. Tu vas trop vite, Jérémy. On a un peu de temps, nous, ici. Là, vous avez le gars qui est habitué à faire son pitch en 2 minutes 30. Je vais un peu trop vite. Okay. Tu vas trop vite. Qui sont tes clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, mes clients, il y en a plusieurs. Il y a à la fois des grands instituts d'études comme Kantar, Ipsos, BVA. Alors, restons sur Ipsos, par exemple. Ouais. Ipsos, il va... Alors, type de contrat ou de question que te pose Ipsos. Ouais. Pourquoi est-ce qu'Ipsos a besoin de toi ? Pour savoir quoi exactement, par exemple ? En fait, pour Ipsos, on est juste un nouvel outil pour aller chercher les données, pour aller interroger des consommateurs ou des citoyens. Un outil qui passe par ces canaux que sont les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Et pour bien comprendre Parce que Ipsos, il ne sait pas faire ça, lui. Eh bien, a priori, il préfère passer par des solutions dont c'est la spécialité, en fait. Ouais, c'est ça. Et des solutions comme la nôtre qui vont être sans doute plus efficaces dans le but d'aller interroger justement ces consommateurs et ces citoyens. Pour bien comprendre peut-être ce sujet des réseaux sociaux pour les études, aujourd'hui, rien que Facebook, c'est 38 millions d'utilisateurs actifs en France, donc quasiment 60% de la population, et les gens passent en moyenne 2 heures par jour sur ces réseaux sociaux. 38 millions d'utilisateurs actifs, mais une fois par mois. Non, justement, en moyenne, 2 heures par jour. Ce que ça veut dire, c'est que les gens passent... Il y a 38 millions de personnes qui passent 2 heures par jour en moyenne en France sur Facebook. Oui, c'est ça les statistiques.
Et donc quand on sait ça, on se dit, Je savais pas ça. c'est un super moyen pour aller en fait interagir avec eux, leur poser des questions, que ce soit des questions sur des consultations, on va dire, citoyennes, ou des questions sur des sujets plus marketing. En fait, on leur donne un moyen de donner leur avis sur des sujets qui vont être importants pour eux. Et donc, ici, ils sont sur Facebook, c'est pas pour répondre à tes questions. Donc, comment est-ce que tu les convaincs de répondre à tes questions ? En fait, c'est très simple. On leur donne simplement envie de participer, de donner leur avis sur des sujets qui les intéressent et sur lesquels ils vont avoir un impact. Et tu leur donnes envie parce que tu les connais grâce au marketing et grâce aux produits qu'ils consomment. Je les connais parce que je vais, grâce aux réseaux sociaux, avoir la capacité d'interagir avec eux, notamment via la publicité en ligne, en fait. Et à ce moment-là, je leur donne envie simplement d'aller me donner leur avis sur des sujets qui vont potentiellement les intéresser. Je prends des cas, on a fait des études très locales dans lesquelles on donne la possibilité à des citoyens de donner leur avis sur leur ville, sur les projets qui leur paraissent les plus importants, des cas dans lesquels on va les interroger sur les transports qu'ils utilisent au quotidien, savoir ce qui va bien, ce qui ne va pas, ou des cas un petit peu plus marketing. Mais l'ensemble de ces données, savoir où j'habite, savoir si je prends le métro, le train ou la trottinette, c'est Facebook qui les a, ces données, c'est pas toi. Ça, c'est Facebook. Donc ça, nous, on achète de la publicité qui va nous permettre d'aller en fait rentrer en contact avec les gens. Les gens, eux, décident de cliquer sur nos publicités, comme ils cliqueraient sur une publicité pour un e-commerçant. Je comprends. Et à partir de ce moment-là, au lieu de les amener sur un site de e-commerce, nous, on les amène sur un de nos questionnaires, qui en plus va être vraiment super en termes d'expérience, qui va être conversationnel, avec une expérience vraiment très chiadée. Et à partir de ce moment-là, en fait, on commence à collecter leur avis. Tout ça est très explicite pour eux. On prend leur consentement, bien évidemment. Et à ce moment-là, on commence à collecter leur avis. Et c'est ces données-là, qui sont des données déclaratives, que l'on exploite ensuite et qu'on restitue à nos clients. Et ça peut se faire sur tous les thèmes, c'est-à-dire, est-ce que alors, tu as employé le terme chiadé. C'est là où on sent que l'entrepreneur sort un peu de son speech, le terme chiadé, mais sans doute sympathique, un peu festif, etc. Ouais. Il y a un biais quand même, c'est-à-dire, est-ce que ça peut être sur, j'en sais rien moi, par exemple, la loi sécurité en ce moment, est-ce qu'on peut aller sur des sujets anxiogènes, importants, avec cette technique aujourd'hui ? En fait, on peut le faire. C'est sans doute plus difficile d'interroger des gens sur ces sujets un peu anxiogènes que des sujets, on va dire, très sympathiques. Voilà. Mais en fait, Parce que vous aimez les chiens, c'est plus simple. Il faut raisonner par rapport aux autres méthodologies de collecte de données dans le monde des études. Aujourd'hui, il y a des panels, il y a le téléphone, il y a le face-à-face. Et en fait, si on reprend un peu l'histoire des sondages, depuis 70 ans, en France, ces méthodologies, en gros, prennent des parts de marché les unes sur les autres. Nous, on est juste en train de développer une nouvelle méthodologie très puissante pour aller interroger tous les Français grâce aux réseaux sociaux. Et en fait, en effet, c'est un bon point, il y a des sujets qui sont un petit peu plus difficiles à traiter que d'autres, mais on finit généralement toujours par y arriver. Ça veut dire que, par exemple, Episto, cette grande question aujourd'hui, Episto aurait détecté... Alors, tu sais, on parle souvent de signaux faibles maintenant. Enfin, il y a des choses comme ça. Vous pouvez détecter des signaux faibles. Non, parce que vous agissez plutôt sur demande, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, nous, on va... Si je prends les gilets jaunes, il aurait fallu quelqu'un à un moment ait l'idée de demander à Episto, est-ce que vraiment ça vous met en colère l'idée de payer le carburant 2 centimes plus cher et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, quoi ? Ouais, c'est ça. Mais c'était intéressant, justement, le tout premier projet qui nous a fait connaître, donc on a appelé à l'époque Entendre la France, on a interviewé justement des gilets jaunes et à la différence du gouvernement, à cette époque-là, on demandait aux gens de se positionner par rapport au mouvement. Donc on était capable de dire, voilà ce que les gilets jaunes pensent en moyenne, en tout cas ceux qu'on a interrogés, alors qu'il y avait assez peu de données justement via les sondeurs plus traditionnels pour essayer de comprendre cette pensée des gilets jaunes. Donc en effet, alors c'est pas des signaux faibles dans le sens où on va pas aller analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est toujours du déclaratif et on est toujours en train d'interroger les gens et c'est très explicite entre nous et les gens. Simplement, on est capable d'aller chercher justement ces populations un peu niches. On parle des gilets jaunes, mais ça peut être des populations locales, ça peut être des populations des gamers, des véganes, certaines populations B2B. Toutes ces populations niches qui sont assez difficiles à interroger via les méthodologies plus traditionnelles de collecte. Et nous, justement, grâce aux réseaux sociaux, on arrive très bien à aller interagir avec ces gens-là et à aller collecter leur avis, en fait. C'est super important, Jérémy, hein, parce que tout notre sujet démocratique aujourd'hui, en fait, il peut se résumer dans le fait que ceux qui sont au pouvoir ne savent plus finalement ce que pensent les gens qui ont coupé tout contact avec les liens classiques de communication.
tu es capable d'aller chercher ces gens. Alors on pense évidemment aux hillbillies, au cœur des Appalaches, qui ont voté Trump alors que personne ne les attendait, etc. En fait, par les réseaux sociaux, tu es capable d'aller les chercher. Tu es capable, en tout cas, de recueillir leur avis. En tout cas, on sait qu'on va collecter l'avis de gens qui, généralement, ne vont pas répondre au téléphone, ne vont pas être inscrits dans des panels. On ne dit pas que ces méthodologies de collecte-là... Peut-être même, ils vont les rejeter, d'ailleurs, ces panels. C'est peut-être même volontairement, il y a une forme de rejet. Oui, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, je vais prendre un exemple peut-être très précis. Les jeunes, par exemple. Les jeunes, on les retrouve très peu dans les panels. Quand vous essayez d'avoir un jeune au téléphone, je parle de génération Y et Z, pour leur faire passer un sondage téléphonique, c'est littéralement impossible. Nous, justement, on leur offre un moyen très facile de donner leur avis en quelques clics avec un format qui va être très user-friendly, pour ne pas utiliser le terme chiadé, et qui va leur permettre du coup de s'exprimer de manière très très facile. Et justement, c'est un exemple typique de cible qu'on n'arrive pas à trouver ou très difficilement par ailleurs, et que nous, on arrive parfaitement bien à interroger. Et c'est la raison pour laquelle nos clients, donc on citait Ipsos, mais Kantar, OpinionWay, tous les autres, et des marques comme Pepsi ou encore Decathlon, passent par nous pour aller interroger justement certaines de ces cibles niches. Mais au départ, il me manque juste un petit truc, c'est comment tu as eu au départ l'info selon laquelle celui que tu cibles est intéressé, par exemple, par une pub Decathlon? En fait, alors la pub, elle va pas forcément citer Decathlon, elle va dire votre avis nous intéresse sur tel sujet, je sais pas, le VTT ou... Oui, mais comment tu sais que celui avec qui tu vas t'adresser, il a justement envie de s'exprimer sur le VTT? Je le sais pas en fait, c'est juste que j'achète de la pub et au moment où il est intéressé, il clique dessus et là on commence à discuter avec lui. Et... C'est random, tu vas un peu au hasard et très très largement au départ, et ensuite tu... Alors après, vu qu'on est quand même des gens très sérieux, derrière on qualifie l'échantillon qu'on interroge, donc on va être capable de dire cet échantillon il est représentatif de telle population, en termes d'âge, en termes de genre, en termes de catégories socio-professionnelles, de manière à ce qu'à la fin, on puisse dire, voilà, c'est représentatif de la population qu'on a cherché à interroger. Donc justement, on fait bien attention, même si on passe par les réseaux sociaux, à la fin, avoir une qualité des données qui est excellente. Et ça a d'ailleurs été validé par tous nos clients, instituts d'études avec lesquels on travaille. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tout le business des radios françaises est quand même basé sur des sondages où on appelle les gens au téléphone? Oui, je sais bien. Ah oui, tu sais. Hein. Ouais. C'est quand même un truc de dingue. Pardon pour cette petite incise, les amis. J'ai baigné là-dedans pendant 25 ans. J'ai été victime de ça, donc voilà. Merci, Jérémy. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci, Jérémy Lefebvre, donc le CEO de Episto, était notre dernier invité du jour. Et on se retrouve demain sur Bismart. Tiens, on passera une longue demi-heure avec un entrepreneur incroyable. J'ai nommé Serge Trigano. Voilà, on parlera d'hôtellerie et de réinvention des modèles. À demain.